Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais partager ce petit reportage que j'ai fait au domaine des terres vivantes chez Marie et Ludovic que j'ai rencontrés via la map de Villefranche-sur-Saône et à Lima. Les maraîchers, agriculteurs, paysans du Beaujolais nous ont ouvert leurs portes au mois de mai et ils nous ont fait partager leur savoir-faire et leurs soucis du respect de la nature, l'écologie, la vie, le vivant en fait. J'ai pas pu visiter toutes les fermes, mais j'aurais vraiment voulu le faire pour voir les maraîchers en fait et leurs légumes dans les fermes avec les animaux, etc. Pour faire partager à toutes les personnes qui, comme moi, aimeraient vivre en autosuffisance. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, quoi. Dommage. Donc, du coup, là, on arrive au domaine des terres vivantes. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on arrive, on a un champ magnifique qui nous est offert. C'est un champ de trèfle, trèfle rouge. Et rien que d'y voir, franchement, c'est hyper apaisant, ça fait du bien, c'est agréable à voir et ça donne envie vraiment d'aller vivre à la campagne, de se poser, de vraiment un nouvel air, une nouvelle vie. En tout cas, moi, ça fait partie de mes projets, Inch'Allah, de vivre à la campagne, d'être en autosuffisance dans tous les plans, en fait, tant dans l'agriculture, voilà, faire pousser mes fruits et légumes, mon blé, avoir mes poules. Euh, Pareil, être autosuffisante en énergie solaire, chauffer par moi-même, voilà quoi, etc. quoi. Donc, une fois arrivé à la ferme, Marie nous fait une présentation de sa boulangerie et anime un atelier où les enfants peuvent mettre la main à la pâte et faire leur pain. Allez, non, c'est la deuxième fournée. Ouais, c'est en train de surmonter. C'est demain. Si on met trop de farine, la pâte devient dure et le pain lève moins. Alors, du coup, je décide de rejoindre le deuxième groupe qui se trouve au moulin. Et la visite, elle a bien commencé pour moi parce que sur ma route, je tombe sur un gros chien. Et j'ai tellement flippé que j'ai couru vraiment en 2-4-6 et je suis retournée à la boulangerie. Et du coup, c'est Marie qui a gentiment accepté de m'escorter, pardon. Donc, au moulin, c'est Ludovic qui fait la présentation, mais il nous donnera plus d'explications par la suite sur les différents stades d'évolution du blé, hein, du champ jusqu'à sa transformation en farine. Les enfants aussi, ils étaient trop contents de participer. Ils en ont profité aussi pour mettre la main en fait dans les sacs de blé. Et nous aussi, par la suite, on en a profité d'ailleurs pour cueillir Et en plus, si vous cueillir êtes quelques à trèfles. l'envers, ça garde sa couleur. Ah bon? Ah oui, oui, comme les fleurs un peu. Bon, c'est pas aussi, voilà, mais ça reste coloré, quoi. Moi, les trèfles que j'ai ramassés, je les ai donnés à mes enfants. Ils les ont mangés, hein, parce qu'en fait, régulièrement, quand on se promène dans le quartier ou dans les champs ou les parcs de Villefranche, je leur fais goûter un peu les fleurs et les feuilles que je mangeais en fait quand j'étais enfant. Et il y avait des trèfles aussi, donc du coup, voilà, ça me fait des souvenirs et je pense que eux aussi, ça le marquera plus tard, quoi. Bon. Alors plus tard, fin juin environ, une deuxième porte ouverte a été organisée. Et là aussi, pareil, hein, on est allé à la rencontre des uns et des autres, hein. Voilà, on a passé un bon moment, il y a eu une dégustation. Est-ce qu'il y a beaucoup de poules? Vous avez beaucoup de poules? Ouais, si vous avez La place, Combien 50. Ah ouais, quand même. Ça me paraissait pas. Ouais, ouais. Bah, c'est une suite logique. Quand tu as du moulin tombe le son, l'enveloppe du blé. Il ne faut pas que ce soit perdu, donc on fait une bouillie avec. Ah, c'est Il pas faut bien directement faire dans une le... bouillie. Quoi, la bouillie, c'est quoi? Tu mets de l'eau en plus? Ouais, d'eau simplement. Parce que ouais, c'est trop sec. Voilà.
la fenêtre. Je vais ouvrir, mais il me faut tes clés. Enfin, mes clés dans ton sac. C'est eux qui veulent plus décoller. Tu décolles? Donc voilà, la dégustation et la visite sont finies. On va laisser la parole à Ludovic qui va nous faire des présentations et qui va nous expliquer comment il cultive le blé. Donc on est Marie et Ludovic Gros, donc on est paysans boulangers aujourd'hui et vignerons sur en tout 17 hectares de terre seulement, dans un petit coin du Beaujolais, donc tout proche de Villefranche, sur un carrefour géologique qui permet à la fois la culture des blés et la culture de la vigne. Donc les blés sont installés dans un sol limoneux. Le limon, c'est une poussière de colline qui s'est posée dans les creux, qui fait que la terre reste fraîche, et donc c'est bien pour une culture de surface qu'est le blé. Et alors que la vigne, elle, aime plutôt les sols drainants, les sols granitiques. Voilà, donc ce carrefour géologique permet vraiment ces deux cultures. On s'est installé ici dans cette ferme il y a 23 ans, en monoculture, c'est-à-dire que c'était vraiment que de la vigne sur 14 hectares. Et donc aujourd'hui, cette activité de paysan boulanger nous permet de vivre sur seulement 4 hectares, parce que tous nos blés sont passés dans le moulin, dans notre moulin, et valorisés en pain, en circuit court. Donc on est sorti du circuit long, en prenant les choses à bras-le-corps. C'est pas facile, il a fallu 10 ans de transition, en se disant, voilà, on veut être plus petit mais plus fort, en vivant de notre métier et en transformant tout ce qui est produit à la ferme. Voilà, je te propose donc un petit tour au moins des blés pour voir ce dont il s'agit. Et le travail d'aujourd'hui a été de sélectionner visuellement chaque variété pour qu'il n'y ait pas de variété étrangère qui se mélange, tout simplement. On garde bien la variété à l'identique pour qu'on puisse la transmettre gratuitement à qui veut, parce que le blé, la semence, c'est de la vie, donc ça se vend pas. Et surtout, ces variétés ne sont pas brevetées, donc elles appartiennent à personne et à tout le monde à la fois. Voilà, le grain est là. Et de là, là-dedans, il y a un petit miracle de germination, puisque quand on met cette graine en terre, elle va avoir un pouvoir germinatif très fort, qui va pouvoir coloniser un champ avant que les autres herbes rentrent en concurrence. Et puis, c'est une graine très riche en protéines qui nourrit l'humanité depuis, je ne saurais pas dire combien de siècles. Voilà. Donc, cette opération-là, le battage, c'est-à-dire sortir le grain de l'épillet, se fait alors à une époque ancienne par le battage par fléau, c'est-à-dire qu'avec les bâtons, on tapait dessus. Aujourd'hui, avec les amapiens, pour rire, on l'a fait dans un sac, en tapant les épis au sol, et sinon ça se fait dans une machine, une moissonneuse-batteuse qui est bon. Cette diversité-là au sein d'un champ fait que les maladies ne sont jamais explosives. Chaque épi a un génome différent du voisin, et donc on sait que la diversité génétique fait la solidité d'une variété. Donc on voit pas ou peu de maladies explosives dans nos blés, et on a toujours fait une récolte tous les ans. Et alors, comme ce sont des blés de variété ancienne, on fait quand même des rendements plus faibles, mais en tout cas, on a une qualité boulangère qui est vraiment bonne. Ce qu'on cherche, c'est ça, c'est un blé tendre d'hiver, donc semé en novembre, récolté en juillet ensuite, qu'on stocke jusqu'en novembre à peu près, et qui ensuite passe dans notre moulin pour faire notre pain. Donc il faut... Et tu changes toutes les combien d'années en fait la variété? Est-ce que tu restes 3 ans dans le même sol ou est-ce que tu tournes? Non, alors on sème 2 ans de suite sur la même parcelle, et dès la 3e année, on installe un trèfle qui lui va rester en place pendant 3 ans. Trèfle magnifique que j'ai pu voir au mois de mai, c'était? C'est ça, au mois de mai, le trèfle incarnat qui était en fleurs, avec effectivement magnifique, qui est lui une usine à azote. C'est-à-dire que les plantes, comme les graminées, ont besoin d'azote pour pousser. Et dans l'agriculture classique, on va faire un apport extérieur d'azote, parfois sous forme d'ammonitrate. Alors que là, le trèfle est capable de capter l'azote de l'air, de le stocker dans les racines, et du coup de servir pour les cultures à venir. Donc c'est une auto-fertilisation du sol. Exactement.
Voilà, donc là, la micro-moisson est terminée. On peut aller voir un peu ce que ça donne dans les seaux et la diversité. Chaque variété a un nom précis en fonction du lieu où elle a été, comment dire, reconnue pour sa bonne qualité. Par exemple, le rouge de Saint-Rémy. C'est une variété rouge, dite rouge parce qu'elle est légèrement rousse par rapport à un blond. Hein. Voilà. Elle est plus exposée au soleil ou qu'est-ce qui donne cette couleur? C'est juste sa génétique à elle. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Et puis on a des variétés barbues comme celle-ci. On doit voir l'étiquette en dessous normalement pour savoir son nom. Elle est là. Ça par exemple c'est le barbu du Haut-Beaujolais. Donc ça serait la variété la plus locale. Et si on regarde bien les seaux, c'est un des seaux les plus remplis. C'est-à-dire que c'est une des variétés qui se plaît le mieux ici, chez nous. Et c'est pas un hasard. C'est quand même une variété du Beaujolais. Elle est remplie, c'est pas le volume ou c'est vraiment... le volume de barbe, mais en tout cas à surface équivalente, égale, on a quand même des rendements moins importants pour celui-ci par exemple, plus importants pour celui-là. Donc voilà, hein, ça va encore en rouge. Alors le blé de Georges, voilà. Alors lui, ce blé, il porte le prénom de celui qu'il a trouvé. Le mille vaches rouge de sa région de production. Hein, c'est finalement c'est difficile hein, de vous pouvoir les distinguer, c'est un peu plus fin, voilà. Mais voilà, chaque-une de ces variétés a un code génétique différent, ce qui fait que quand ils sont tous mélangés dans le champ, eh ben c'est comme à l'échelle humaine. L'agriculture, la sélection des blés aujourd'hui va plutôt vers une standardisation, c'est-à-dire qu'au sein d'un champ, on a un génome, on va dire des clones, les uns insérés à côté des autres. On leur donne beaucoup d'azote extérieur, donc on les rend obèses. Et forcément, ça tombe malade tout ça. Oui. Et donc, la taille il faut pulvériser de la chimie pour ça. Ouais, la taille, exact. Ouais, ça. Ouais, ils sont bien plus courts sur paille pour résister à l'averse, c'est-à-dire aux orages et aux coups de vent violents. Et par sélection, tout simplement. Alors que les nôtres sont plutôt hauts sur paille. Ouais. Alors que toi, tu utilises quelle technique pour pas que justement elle casse ou Alors, on a en fait. La technique en elle-même, c'est plus une vision de la culture. On n'apporte pas trop d'azote au blé, justement. Et donc, les pailles poussent doucement et elles sont donc plus résistantes. Elles ne sont pas poussées dans leur croissance par un apport d'azote trop fort. Et parce que l'azote, ça fait vite pousser et ça casse facilement. Ouais. C'est juste une question de temps, mais c'est juste de la sagesse paysanne, entre guillemets, sans prétention aucune. Mais c'est ce que faisaient les anciens, en fait. Oui, et ils étaient très observateurs. En fait, je crois que les anciens, déjà, ils n'avaient pas le choix. Ils faisaient avec ce que leur proposait la nature. Donc, ce qu'ils recherchaient, eux, c'était les conditions optimales pour vivre de ce qu'ils faisaient, déjà dans l'autoproduction, gagner en confort de travail, et puis surtout, comme tu disais, un sens de l'observation profond qui permettait d'avoir le moins d'ennui possible. Et voilà, maintenant on a cette semence-là. Donc là, c'est le rouge de Bordeaux, par exemple. C'est la variété qu'on va pouvoir ressemer en novembre pour conserver, repartir pour un cycle de 365 jours. Et là, c'est sec ou il faut laisser sécher? On va les laisser sécher encore un peu, mais ils sont matures, hein, ils sont mûrs. Hein. Déjà. Voilà, ouais. Ils ont déjà un pouvoir germinatif. Si on les mettait en terre, ils pourraient germer. Ouais. D'accord. Voilà. On les stocke au nord du bâtiment pour éviter les hautes températures et que le charançon, qui est un petit insecte qui peut détruire un stock de blé, en pondant un œuf sur le grain, du grain sur la chenille qui évite les grains. D'accord. Et ça fait de la farine avant l'heure. Ah, d'accord. Oui, ça fait ça fait de la farine, mais ça abîme pas? Si, c'est pas la farine qu'on veut. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il y a au fond, c'est le déchet qui fait le verre. En fait. D'accord. Donc l'idée, c'est ça, c'est de le mettre au nord du bâtiment, de souffler de l'air frais dans la cuve de grains les nuits les plus fraîches après les moissons, pour baisser la température, pour que l'insecte ne fasse pas son cycle complet. Et on sait que le charançon n'arrive pas à faire son cycle en dessous de 11 degrés Celsius. D'accord. Donc ça permet de... Ouais. Et tu souffles... Donc j'ai un tuyau là avec un système de tuyaux perforés au fond de la cuve, et avec son ventilateur, avec une manche d'air, je pompe de l'air frais de l'extérieur les premières nuits. Et ça monte? Et ça monte, par... c'est génial. L'air est poussé, j'ouvre le couvercle et... Pour 3 h du matin, là, quand il commence à faire frais jusqu'à 6 h à peu près la nuit.
Et ça fait baisser de moins 10 degrés. C'est bien. Voilà. Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est entassé, mais en fait, l'air elle passe quand même. Entre chaque interstice, il y a quand même possibilité de faire passer de l'air. Non, bah, génial. Voilà. Ensuite, du stockage. Le grain est passé dans le vanoir. Alors, c'est une vieille machine. Pareil, qui a été fait par les anciens par observation. Qui permet de ventiler les blés qui sont mis dans la trémie ici. Et ce ventilateur, en tournant, va faire s'envoler les parties les plus légères, bien sûr, les pailles, les épillets qui ne sont pas sortis de la remorque. Et ensuite, les blés vont passer à travers des grilles avec des trous de diamètre différents qui vont faire qu'au bout du compte, on n'aura vraiment que le blé qui va tomber. Débarrassé de de toute autre graine. Alors là, il y a quand même des petites graines de vesse. C'est quoi ça? C'est un pois en fait. C'est que tu cultives Non, qui vient dans les blés, qui envahit un peu, qui grimpe le long des blés. D'accord. Ceci dit, c'est plein de protéines. Le pois, on en mange, la nourriture humaine. Et ça, donc après, c'est mis dans le moulin. Donc ça passe à travers le mur de la ferme par une vis sans fin pour aller au-dessus du moulin, qui est de l'autre côté, à l'intérieur. C'est par ici. Voilà. Un peu de lumière. Attention à la marche. Alors voilà. C'est un moulin qui est très connu des gens qui sont en bio et qui veulent respecter l'aliment jusqu'au bout, parce que c'est une machine qui va doucement et qui surtout ne chauffe pas la farine. Et ça, c'est dû au fait que la meule de pierre qui est cachée là-dessous, qui est couchée comme ça à l'horizontale, sur cette pierre dormante, c'est donc celle-ci que j'avais pris en photo cet été, on la pose sur un ressort en compression, ce qui permet de régler l'espace qu'il y aura entre cette meule qui va tourner et la pierre dormante. Donc plus bien sûr l'espace est fin, plus le grain sera moulu finement. Et lorsque le grain entame sa course dans un mouvement spiralé comme ça jusqu'à l'extérieur, eh bien il est contredit par ces petits stries là. Donc il va rester longtemps entre les deux pierres en étant poncé sans jamais être cassé. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'échauffement. Parce que dès que le grain est cassé, eh bien, il y a un échauffement. Et c'est très important pour nous de se dire que nos variétés, on a pris le temps de les faire pousser au champ, de les stocker avant de les moudre au mois de novembre, et surtout de respecter l'aliment avant de le faire cuire. Parce que le faire chauffer à la mouture, ce serait déjà le cuire d'une certaine façon et changer tout ce monde protéique et aromatique avant même de faire du pain. Donc là, il n'y a pas d'échauffement de farine. Échauffement qui a eu lieu dans la plupart des moulins à cylindres qui vont très vite aujourd'hui et qui vont jusqu'à brûler l'emplacement du germe. Et ça, c'est fait, du coup, tu disais, avec des roues de vélo, non? Ouais, c'est ça, des jambes de vélo pour enfants. Oui, c'est vraiment une invention de Géotrouve-Tout. Ces deux vieux garçons qui ont pensé. C'est de la récupération, c'est écologique en plus. Oui, voilà. C'est un brevet qui a maintenant été racheté par deux artisans, un en Bretagne et un dans la vallée de Dubaï, dans les Alpes, et qui ont repris exactement, mais au millimètre près, parce que c'est vraiment tellement bien, tellement efficace, voilà, qu'il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. De la meule tombe la farine intégrale, qui va ensuite tomber dans cette cage-là qu'on appelle la bluterie, et de la bluterie va tomber la farine par tamisage. Donc il y a une rotation là qui se fait. Voilà, et à chaque fois qu'un claquement de galet, ce galet il tape contre la cage le cadre de la cage, ça fait vibrer le voile à chaque claquement et ça libère la farine au fond. Voilà, alors aujourd'hui on l'a pas mis en route parce qu'on a assez de stock et on ne veut pas enfariner le moulin, puisqu'un moulin enfariné, il est sujet à des papillons de mite qui arrivent et qui pourraient être embêtants dans le stockage. Ça c'est embêtant. Ouais. Donc il faut toujours bien que ce soit propre et ventilé. Je peux le mettre en route. Là on n'entend pas parce que j'ai vraiment desserré les meules et le ressort fait se soulever la pierre équivalente. Mais normalement on entend un frottement du grain entre les deux pierres tout simplement. Ce moulin appartenait à un autre paysan avant moi. C'est bien. Qui a arrêté son activité. Donc il a au moins 20 ans ce moulin. Même plus de 25 ans. Et là c'est quoi?
C'est la cave de Je conservation. vois pas bien. Tu veux jeter un œil? Bah, oui, d'ici, oui. C'est de l'architecture des maisons. C'est magnifique. Ça fait peur, mais c'est magnifique. Ah, Et la lumière. oui. C'est juste pour, Et j'aime beaucoup les pierres. ouais. Ben, ouais, c'était les pierres du village. Donc là, les maisons du coin étaient vraiment faites pour... C'est qui la dame? C'est ma grand-mère maternelle, Ah, d'accord. Gabrielle. Ok. Les maisons étaient vraiment faites pour conserver les vins, donc tu vois, l'espace là était pensé pour recevoir des gros tonneaux. Il y avait une douzaine en tout. Donc la voûte est une voûte plate, c'est-à-dire que la force de la voûte, elle est fermée sur la clé, donc sur la partie centrale des pierres, et également grâce à l'épaisseur de pierre sur les murs. Il y aurait au moins 2 mètres de pierre pour être sûr que la voûte est bien assise en terre. Ah ouais, c'est du costaud. Non? Et la fraîcheur du sol dans les maisons. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Oui, ils le font en France maintenant de plus en plus, il me semble. Oui, c'est pas mal. On va passer sur la droite pour poursuivre le chemin du pain, qui est devenu, donc de grain est devenu farine. Pareil, la farine, on ne l'utilise pas tout de suite à la sortie du moulin, parce que elle est dans un élan de mouvement et elle risquerait de lever trop vite en fait. À chaque fois, on prend le temps de stocker un petit moment pour que tout ça se pose. Tous les jeudis et tous les vendredis de l'année, Marie rapporte des sacs de farine ici, les mélange au labo ici, et elle va ajouter son levain, son eau et sa farine dans des petits récipients comme ça. Elle se met au sol parce que c'est sa façon de travailler et c'est comme ça qu'elle est bien. Et elle pétrit. Elle mélange ces 3 éléments, eau, levain et farine, avec un peu de sel également. Donc à bras, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de machine pour faire ça, pour sentir la texture de son mélange. Génial. On a un petit mélangeur ici qui est un vieux modèle de chez Bonnet qui a été fabriqué à Villefranche-sur-Saône dans les années 60, mais qui sert uniquement pour la brioche. Parce que ça, la brioche, ça demande vraiment un travail très long. Sinon, tout le reste, pour le pain, c'est vraiment un travail manuel, avec beaucoup de ressenti. C'est-à-dire qu'il y a un moment où elle va sentir que sa pâte est suffisamment mélangée et elle va s'arrêter. Elle a aussi l'habitude, aussi après l'expérience, à force de le faire. C'est ça. Elle connaît par cœur la texture de la pâte. Exactement. Donc du coup, avec l'expérience, tout à fait. Et elle dit souvent qu'une machine, elle ne va pas avoir cette sensation-là. Donc, elle sait quand il faut arrêter, et le fait d'arrêter est important parce que sinon on oxyde la pâte, on blanchit la pâte et ça la rend élastique, et c'est des pains qui se conservent moins. C'est vrai, parce que les machines en plus, il y a un temps de réglage, on va dire de 30 minutes qui sera toujours le même, mais la pâte elle sera différente, alors que Marie, elle fera toujours le même pain et parfois le temps il va changer, soit ça sera 30, soit 40, parce que justement elle va se fier justement à la texture de la pâte et non pas à... C'est ça, la texture qui changera en fonction... Il y a des paramètres qui entrent en jeu, comme la chaleur, comme la température extérieure. Complètement, tout à fait. Voilà. Hop là. Ah, c'est bien, c'est génial. Donc c'est assez... Il n'y a pas grand-chose, il y a une planche, quelques bassines. Franchement, c'est efficace, c'est simple. Donc on fait le feu là-dessus, et la flamme va sortir par le trou qui est ici. Et... sur ce trou, on va mettre une pièce qu'on appelle le gueulard. C'est une pièce de fonte qui va faire que la flamme va pouvoir... pardon, je prends juste le flash. Va pouvoir aller jusqu'au fond du four. Parce que le tirage se fait au fond. Il y a 2 petites cheminées qu'on voit au fond de la voûte, là au fond. Et donc l'air est attiré vers le fond et la flamme va aller jusqu'au fond du four pour chauffer l'intégralité des briques, qui sont encore blanches. Donc on arrive à monter à peu près à 300 degrés. Et parce que les pains demandent beaucoup de chaleur à l'enfournement pour qu'ils fassent leur dernière levée. Et quand il est bien chaud, ce four, on va fermer les cheminées avec un système de hourra. Donc c'est une espèce de guillotine qui va fermer la cheminée. Là-haut ? Ouais. Ah, parce qu'il y a une cheminée en fait. Voilà, les 2 petits trous là sont vraiment des cheminées. On les voit à peine. Hein. D'accord. Je vais faire un zoom. Voilà, c'est ça. C'est bon.
Ça coupe à 30 minutes, donc voilà. Ah, ah. Alors là, c'est une cheminée et il y en a une deuxième ici. C'est un peu chaud là déjà, on dirait. Ouais, bah, il reste la chaleur de... D'accord. Voilà, une fois que c'est bien chaud, Marie enlève ça et on met la gamelle d'eau à la place parce que l'eau est essentielle pour la dernière levée du pain parce qu'elle va rendre la... Ah, je suis en train de brûler. Ah ouais, c'est encore chaud. Elle va rendre la croûte élastique, élastique, souple. Voilà, le fait d'avoir une ambiance humide, le pain va finir de lever tranquillement, la croûte va se former, elle va devenir épaisse, alors que si l'air était sec, le pain sera emprisonné dans sa croûte. Et ça ne serait pas cuit à l'intérieur Voilà, c'est ça, il n'y aurait pas cette souplesse, ce côté aérien qu'on a dans la mie. D'accord. Et combien de temps en fait, je t'ai pas demandé, mais le feu, elle le met combien de temps Il faut à peu près 2 heures pour chauffer le four. 2 heures, en fait ça dépend. Si c'est une journée d'hiver où il y a un brouillard qui se pose, il faut plus longtemps. En ce moment ça va bien parce qu'il y a un peu de vent et le fait que ça ventile naturellement. Ouais. Et si elle a besoin de vent, elle fait comment sinon C'est la galère. C'est là que c'est compliqué. Elle ouvre le portail, elle fait avec les éléments du jour. Quoi. Mais il n'y a pas tellement de solutions. Il n'y a pas quelque chose ventilateur, même pas? Non, pour elle l'a fait une fois, mais c'est pas très efficace. C'est les éléments naturels qui nous guident et elle met tout simplement plus longtemps à chauffer. C'est plus long, d'accord. Ouais, plus simplement. C'est un peu la limite de notre modèle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut aujourd'hui... on reste petit, c'est-à-dire qu'on a une petite surface de blé, on fait peu de pain, mais on transforme tout et on a envie. Mais imaginons qu'on ait 5 fois plus de surface et qu'on fasse plus de pain, on aurait moyen de se mécaniser. On ne veut surtout pas rentrer dans ce système-là. Voilà comment ça fonctionne. Donc elle enfourne ses pains à 300 degrés, il faut à peu près, ça dépend, une demi-heure à 3/4 d'heure pour que ça soit cuit. Donc elle prend soin à l'enfournement de mettre les plus gros au fond, parce que ce seront les derniers défournés. Mais cette terre est vraiment très pauvre, elle a besoin de beaucoup d'années pour se remettre des traumatismes. Attention, tu marches. Oui. Des traumatismes d'une agriculture qui a été vraiment intensive. Ah ouais. Il y a eu beaucoup d'érosion, et donc la terre a été reconstituée. Wow. Donc là, une terre au repos qui a reçu un trèfle incarnat ce printemps. Et ce trèfle, je l'ai broyé il n'y a pas si longtemps et il redonne une deuxième génération. Des graines qui sont tombées des plantes que j'ai broyées. D'ailleurs, on voit la paille encore, la paille de trèfle incarnat, voilà, qui fait un paillage au sol sur toute la surface et à travers les graines reprennent. On aura peut-être une deuxième floraison, on ne sait pas encore. Donc encore une fois, c'est cette plante-là qui charge l'azote et qui enrichit le sol. C'est bien. Et le champ de blé est un peu plus loin. Waouh. C'est magnifique. Donc là, on a le blé dans toute sa diversité, avec des barbus, des blonds, des mutiques, toutes sortes de blé. Je peux te laisser faire de l'image si tu veux. Oui. Tu fais. C'est magnifique, ça donne envie de plonger. Mais ouais, c'est génial. Et quand il y a du vent, il y a une espèce de mouvement qui est tellement bon. Super beau, je vais faire un tour. Je te laisse tranquille. Ok, merci.
Voilà, une bête. Donc voilà, j'espère que le reportage vous aura plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.